Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Earnout dans lequel je te présente le jeu Familiar Tales de Plaid Hat Games. Familiar Tales c'est un jeu de campagne pour 1 à 4 joueurs coopératif dans lequel les joueurs vont incarner un ou plusieurs familiers, parce que les 4 familiers sont toujours en jeu, vont incarner un ou plusieurs familiers d'un grand magicien qui reçoit la mission d'escorter, de protéger un petit bébé qui se fait pourchasser par les hommes maléfiques d'un nouveau roi, d'une nouvelle reine, qui veut assassiner le bébé pour pas qu'il accomplisse son destin. Il y a une petite vibe Willow à l'intérieur. Donc les joueurs vont coopérer à travers une série de scénarios qui seront gérés et installés et supervisés par une application, un peu comme les jeux précédents de Plaid Hat, Forgotten Waters, entre autres. Et les joueurs vont suivre leur progression dans un petit journal de campagne comme ça ici, fait qu'on va progresser sur une petite carte. Ainsi, on va débloquer des compétences. Les mécaniques de jeu, ça tourne autour du deck building, fait qu'on va jouer des cartes pour déplacer ses aventuriers, attaquer les ennemis, protéger le bébé, trouver des ressources, etc. On va acheter des nouvelles cartes équipement. Donc c'est un jeu que j'attendais quand même avec une certaine anticipation, mais dont j'ai pas entendu parler, fait que j'avais pas des attentes énormes. Maintenant, on va aller voir si j'ai trouvé ça intéressant ou non. Fait que je t'explique comment on y joue. Je vais faire un survol, parce que comme c'est un jeu de campagne, qu'on découvre des choses, je vais laisser certaines règles de côté un petit peu pour éviter les divulgateurs. Et je vais revenir à la fin et te dire ce que j'en pense. Donc, pour partir de notre campagne, première chose qu'on va faire, on va séparer les personnages. Il y en a 4 dans chacune des parties. Les 4 sont toujours présents. On doit les séparer en fonction du nombre de joueurs qu'on a. Disons que je joue une partie à 4 joueurs, fait que chaque joueur contrôle un héros. Un des familiers, je choisis le héros Raymond. Raymond vient avec sa petite roulette de points de vie et de points d'expérience. Au début de la campagne, on va aller fixer le nombre de points de vie au maximum. Il n'est pas pareil selon le personnage qu'on a. Point d'expérience, ça commence toujours à 0. Raymond va également commencer avec un deck de cartes à son effigie. On va reconnaître les cartes de Raymond au visage de Raymond en bas à droite de sa carte. Au fur et à mesure que la campagne avance, on va éventuellement acheter d'autres cartes. Mais en début de partie, on commence juste avec ce deck-là. On en a 10. Et on va commencer chacune des parties avec 5 cartes. Fait que pour la première partie, on va débrasser, on va avoir 5 cartes. Raymond vient également avec une carte équipement qui a également son visage dessus. On peut avoir une arme, une armure et un accessoire d'équipé. En début de partie, Raymond va commencer avec son arme. Je précise que chaque personnage va éventuellement avoir une boîte à son effigie dans laquelle on va pouvoir serrer ses cartes équipement, ses accessoires, ses ressources, son deck de cartes entre les parties. On va également avoir pour notre campagne à préparer différents decks de cartes. On va avoir un deck de cartes artefacts qu'on va garder face ouverte, qu'on va reconnaître au petit symbole de livre qui est dans le bas de chacune des cartes. On va avoir notre deck de cartes de compétences qu'on peut acheter, fait que les cartes qu'on peut acheter pour améliorer son deck. On va avoir un deck à brasser, on va révéler les 4 premières cartes. À chaque fois qu'on en achète une, on la remplace. Et on va avoir les cartes d'équipement, même principe. On va brasser un deck de cartes. La ressource pour acheter l'équipement est écrite dans le bas de chaque carte. Quand on achète une, on remplace. Dans mon deck de cartes de compétences, j'ai 2 types de cartes. J'ai des cartes de compétences qui vont aller dans mon deck, dans le deck des joueurs qui vont les acheter. Et j'ai des cartes spécifiques à chacun des héros qui vont faire avancer son histoire personnelle. Fait qu'on va les reconnaître avec l'icône des différents héros qui sont. On entrera dans le détail de ces cartes-là plus tard, comment elles fonctionnent. En plus de ça, on va avoir un deck de cartes épuisement qui sont des cartes négatives qu'on peut rentrer dans son deck. On va avoir notre plateau de malchance et contrariété, chacune avec une flèche qu'on doit assembler en début de partie. Les 2 plateaux vont commencer à 0 et on va avoir la carte du dit bébé, duquel j'ai parlé dans l'introduction. On va avoir un paquet de petits jetons de cubes qu'on va pouvoir se garder proche de la surface de jeu. Chaque jeton a son utilisation particulière. Et on va avoir les différentes ressources du jeu. Dans la première édition du jeu qui est sortie en magasin, on a un petit plateau comme ça. Je ne sais pas il va être là combien de temps dans la boîte. Mais éventuellement, on va avoir les différentes ressources du jeu. On va enlever ça pour un petit peu plus de visibilité. On va avoir les différentes ressources du jeu qu'on peut ramasser en cours de
partie. Je précise que la plupart des cartes sont associées à une ère spécifique juste à côté du nom gardien ici. On voit que ces cartes-là sont associées à l'ère 1. Quand on commence la partie, on va être donc à l'ère 1. Donc on va prendre toutes les cartes qui ont ce petit symbole-là. On va avoir des petites boîtes comme ça pour classer toutes les cartes qui vont correspondre à l'ère 2 et 3. Donc quand l'application va me le dire, on va passer à l'ère 2. Et à partir de l'ère 2, on va se mettre à utiliser toutes les cartes qui ont le petit 2 à côté du nom comme ça ici. Finalement, pour finir de préparer notre campagne, on va avoir la fiche de campagne, le journal de campagne. Chaque feuille de journal de campagne est associée à une ère. Fait qu'on a la fiche de l'ère 1, on a une fiche pour l'ère 2 et on a une fiche pour l'ère 3. Par exemple, voici la fiche de l'ère 2 qui a des petites différences. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on va avoir? On va identifier qui joue quel personnage. On va avoir un endroit pour prendre des mots-clés, des notes si on a besoin de le faire. On va avoir un endroit ici où on nous indique de noter la malchance qu'on a accumulée, les cartes de bribes d'histoire de relations desquelles j'ai déjà parlé, puis on va avoir notre guide en tant que tel, juste ici. Fait, ici, on va cocher en début de partie la case 101, c'est ça que l'application va nous dire de faire, puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, ils vont nous demander de cocher différentes cases, potentiellement de faire des choix pour voir si on prend un chemin ou un autre pour continuer dans notre campagne. Fait que ça va être important de tenir ça à jour. Maintenant, on arrive à la partie électronique du jeu. Dans Familiar Tales, c'est pas une application en tant que telle, c'est le site internet familiartales.com. C'est indiqué sur le livre de règles où on doit se rendre. Fait qu'une fois qu'on s'y rend, on va pouvoir lancer une nouvelle partie. Ensuite, il va sauvegarder, on va se faire un nom pour notre partie comme ça ici. On peut suivre un tutoriel pour la mise en place. Il va nous expliquer comment ça fonctionne. On peut refaire le tutoriel autant de fois qu'on veut. Fait qu'on va préparer ça, il va nous dire comment placer nos cadrans, etc. Un peu ce que je viens de vous dire, fait qu'on ne pourra pas se tromper. Et quand on arrive à une partie en tant que telle, on va baisser le son un petit peu. Garder un petit fond. Quand on arrive à une partie en tant que telle, on va toujours nous demander de rentrer un numéro. Le numéro, ça va être le numéro où on est rendu sur notre fiche de campagne. En début de partie, notre fiche de campagne, ben, on va rentrer le numéro 101. Fait que une fois qu'on va avoir sauvegardé entre les parties, le concept va toujours être le même. On va savoir rentrer le numéro d'où on est. Et là, on va avoir une petite narration. Une fois la nuit tombée sur les collines verdoyantes, le ciel de la campagne fut envahi de nuages menaçants. Évidemment, je vais vous laisser découvrir cette narration-là vous-même, mais on voit que c'est narré. On voit qu'il y a quelqu'un qui va lire le texte à notre place. Ensuite, on va pouvoir faire différents trucs comme ça. Et éventuellement, on va nous dire d'arriver à une page du cahier. Là, on me dit ouvre le guide d'exploration à la page 3. Le guide d'exploration, c'est ça ici. Quand je l'ouvre à la page 3, on va voir que j'ai un scénario. Dans mon scénario, l'application va me dire où les personnages vont commencer. L'application va me dire quels ennemis utiliser. L'application va me dire quel est l'objectif de ce scénario-là. On va faire la petite mise en place. Et ma mise en place va ressembler à ça. Fait qu'on voit ici qu'on m'a demandé de générer des affreux. L'ennemi est très facile à identifier, on le voit juste ici. Fait que je vais aller prendre les miniatures qui correspondent à cet ennemi-là. Pour être capable d'identifier quel ennemi correspond auquel, bien, quand on me demande de générer des ennemis, je vais généralement avoir une table comme ça ici avec les caractéristiques de mon ennemi. On me dit d'en générer deux, fait que je vais prendre les deux premiers, donc celui qui a une base circulaire et celui qui a une base carrée. Fait que je prends la base circulaire, la base carrée. Fait que je sais que lui a 4 points de vie, alors que lui, la première ligne, en a 5. On m'a indiqué de placer les héros sur le petit drapeau, fait qu'on va commencer sur cette case-là, juste ici. Le bébé, lui, est représenté par un jeton, on va toujours avoir à le protéger. Et mon premier scénario, ma mise en place est déjà faite. Chaque scénario va avoir des indications de mise en place juste ici dans une colonne. Et chacun des scénarios, ça va être le même principe. On va toujours avoir un endroit où on me dit, au niveau de la mise en place de départ, comment ça fonctionne. Fait que dans mon cas, mon premier scénario, il est placé. Mon objectif des scénarios, il est placé juste ici. Et à l'intérieur de l'application, on va avoir un rappel aussi, objectif du chapitre. Je peux aller cliquer dessus. Puis on me dit qu'est-ce que je dois faire pour être capable de gagner le chapitre. Au niveau de l'ordre des tours de jeu, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va aller décider en cliquant ici, les joueurs vont jouer dans quel ordre. Moi, par exemple, je me suis placé en premier. Deuxième tour, ça va être le renard qui s'appelle Flamme. On va avoir ensuite Granit, l'espèce de bonhomme de pierre. Et on va avoir Étincelle, l'espèce de petite fée. Et à n'importe quel moment, on peut décider de changer l'ordre de tour de jeu comme on le veut. Quand on va finir de jouer un tour, disons que je m'arrange pour me replacer premier. Quand on va finir de jouer un tour, disons que là c'est à Flamme de jouer, ben, elle va tout simplement
cliquer ici pour indiquer que son tour est fini. Quand son tour est fini, elle prend ses diverses actions, puis ensuite son tour est terminé. On voit qu'à chaque fois que le tour se termine, le danger va augmenter de 1. Il y a un indicateur de danger, puis à chaque fin de tour, le danger se termine. Fait qu'on va tout simplement continuer comme ça, en alternant les tours comme ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'un de ces tours de jeu? Allons-y, maintenant que c'est à moi. On va commencer avec les actions simples, les actions qui ne nécessitent pas de carte de notre main. Première action que je peux faire, je peux m'équiper. Si je m'équipe, je peux avoir par exemple dans mon sac à dos des cartes qui vont être face cachée. Je l'ai déjà dit, je peux m'équiper d'une arme, une armure, un accessoire en même temps et autant d'objets qui sont des consommables que je le veux. Si je veux changer d'arme pendant mon tour de jeu, je pourrais par exemple, si j'ai ça dans mon sac à dos, dire je vais équiper cette arme-là plutôt, fait que je vais tourner celle-ci face cachée et remplacer ça. Ça, dans le fond, ça se fait pendant son tour de jeu, ça se fait gratuitement, fait qu'on peut tout simplement changer nos actions. Les autres choses qu'on peut faire, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes, on va pouvoir acheter des cartes compétences qu'on va les placer dans sa défausse. Pour les acheter, on va avoir besoin de payer le coût en expérience de la carte. Fait qu'au fur et à mesure qu'on va entreprendre différentes actions, on va ramasser de l'expérience et on peut dépenser 3 points d'expérience, tel qu'indiqué ici, pour acheter une nouvelle carte. Si je fais ça, je prends ça, j'envoie ça dans ma défausse tout simplement et on remplace par une nouvelle carte de la réserve. Il n'y a pas de cartes qui sont réservées aux joueurs dans les cartes de compétences, mais elles vont se concentrer sur certaines compétences spécifiques. On voit par exemple que les cartes sur fond bleu ont tendance à avoir une valeur bleue qui est plus élevée, alors que les cartes sur fond jaune ont la valeur jaune qui est plus élevée. C'est également vrai pour le vert et le rouge. Pour un point d'expérience, on peut acheter nos cartes personnelles de relation ou d'histoire. Si on fait ça, par exemple, moi je pourrais acheter celle-ci pour un point d'expérience parce que c'est mon usage qui est dessus. Si je fais ça, je vais la mettre face ouverte devant moi, je ne la mettrai pas dans mon deck, on va remplacer par une carte du deck principal également. Ces cartes-là, qu'est-ce qui arrive? On va voir ici qu'une fois qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu, je vais pouvoir aller rentrer le premier chiffre qui est indiqué sur la carte, 199, et ensuite je vais défausser cette carte-là, elle va retourner dans la réserve de cartes à acheter. 199, c'est quelque chose que je vais rentrer dans l'application, puis ça va être un fragment d'histoire personnelle. Fait que j'aurais juste à taper ça ici, 199, je clique, c'est parti, et il se passe quelque chose. Et sur lequel je vais vous laisser découvrir, évidemment. Ces cartes-là, une fois qu'on les coche sur le journal personnel, les cartes bribes d'histoire, relation, on voit ici ma carte 199 était juste là, fait que je vais cocher le 199 et je la remets dans le deck à acheter. Si je rachète plus tard cette carte-là, revient éventuellement et je la rachète encore une fois, cette fois-ci, je vais résoudre 299 et si ça revient une troisième fois, 399. Ainsi de suite, fait que ça va faire progresser l'histoire du personnage principal. De mon personnage que je contrôle. L'autre chose que je peux acheter en termes de cartes, c'est les équipements juste ici. Pour acheter ces cartes-là, il va y avoir des coûts en ressources à payer, des petites ressources qu'on va retrouver juste là-dedans. Fait qu'on va avoir différents moyens de récupérer des ressources. Et en ayant ces diverses ressources-là, par exemple, si j'ai ramassé 2 jetons de bois, je pourrais acheter cette carte-ci, parce qu'on m'indique qu'elle coûte justement 2 jetons de bois. On a du bois, des champignons, de l'herbe, du tissu, de la viande, etc. On a différentes ressources qu'on peut avoir. Le principe est le même, si on achète une carte, on va prendre cette carte-là, la mettre dans notre réserve, on va remplacer par une carte du deck. Les cartes bleues, ce sont les armures, les cartes jaunes, ce sont les accessoires, les cartes grises, ce sont les consommables. Qu'on se rappelle que j'ai déjà dit, d'équiper en même temps, je peux avoir une arme, une armure, un accessoire et autant de consommables que je veux. On peut également échanger des ressources et ou des cartes équipement avec des personnages qui sont sur notre case. Fait que moi, je suis le petit crapaud juste ici et Raymond. Disons que j'ai ramassé plusieurs bois et je voudrais les donner à Granit pour qu'il s'achète le bouclier parce que je pense que ça lui serait plus utile. On peut le faire gratuitement. La seule conséquence à l'échange, c'est que sur ma tablette, au niveau du danger, quand je fais un échange, je vais augmenter le danger de 1. On verra plus tard qu'est-ce que le danger, ça fait exactement. Maintenant, toutes les autres actions vont dépendre de son deck de cartes. Fait que j'ai déjà dit qu'au début d'une partie, on va piger 5 cartes et c'est un deck building. Donc, à la fin de son tour de jeu, on va repiger pour ramener sa main à 5 cartes. S'il y a des cartes qu'on n'a pas jouées, on les garde en main. Si on arrive pour piger les cartes puis notre pige est vide, on prend notre défausse, on la rebrasse dans notre deck et on repige pour se refaire notre main à 5 cartes. Dans ce jeu-là, la façon qu'on va utiliser ces actions, toutes les autres actions, c'est qu'on va jouer des cartes pour faire ces actions-là. On va jouer autant de cartes qu'on veut et on va additionner les symboles qui correspondent à l'action qu'on est en train d'essayer de faire.
Par exemple, commençons avec une action simple, disons que je veux fouiller. Pour fouiller, on doit être sur une case de fouille. Les fouilles, on les voit, c'est aux petits symboles de ressources qui sont imprimés directement sur le plateau de jeu. Fait que disons que je suis la grenouille et que je suis ici, je veux donc fouiller pour avoir de la nourriture. La difficulté de fouille, elle est toujours fixée par le scénario. Dans ce scénario-ci, la difficulté de fouille est de 3. Ce que je vais donc faire pour faire mon action fouiller, c'est de jouer autant de cartes que je veux de ma main. Et je vais aller chercher l'icône qui est indiquée par l'icône fouillée, fait que l'espèce d'œil. Fait que comme je sais que j'ai une difficulté de 3, ben je pourrais dire, tiens, je vais jouer ces 2 cartes-là. Ça va donc me donner une valeur de 3 en fouille. Peut-être que je pourrais rajouter cette carte-là pour avoir une valeur de 5 à la place en fouille, parce que chaque jet est modifié par un dé. Et tous les jets vont fonctionner comme ça. Si par exemple je voulais attaquer un ennemi, disons que je suis juste ici, je peux attaquer à une distance parce que j'ai une arme de distance. La ligne de vue dans ce jeu-là, c'est tout simplement un point à un autre point. Fait qu'on voit que sur chaque case, il y a un petit point comme ça, juste ici. Fait que comme je peux tracer une ligne de ce point-là jusqu'à l'autre point sans passer par des lignes pleines, qu'on voit ici, ça, ce sont des lignes pleines, ça va donc bloquer la ligne de vue. J'ai donc une ligne de vue, ça serait la même chose si j'étais juste ici, je pourrais attaquer sur cette case-là. Donc, quand je veux attaquer avec une arme, le principe est le même. Ces ennemis-là vont avoir une résistance. Elle est indiquée directement sur le scénario avec l'icône de bouclier. Ils ont donc une résistance de 5. Je dois donc réussir à faire 5 ou plus pour infliger des dégâts. Les dégâts de l'arme sont représentés, sont indiqués sur la carte de l'arme juste ici. Fait que chaque fois que je réussis à battre 5, j'inflige un dégât. Fait que peut-être que je pourrais jouer ces 3 cartes-là pour faire 5, en espérant que le dé me sera favorable. Et même peut-être tenter une deuxième attaque pour essayer de faire 5 encore une fois, en espérant une fois de plus que le dé me sera favorable. Disons que c'est ce que je fais, juste pour l'exemple. Je vais jouer ces 3 cartes-là, ça me fait donc un total de 5. Je lance mon dé. Qu'est-ce que je peux obtenir sur le dé? Ben là, j'ai obtenu moins 2. Fait que dans ce cas-ci, ça serait un échec. Je peux avoir des plus 1, je peux avoir des moins 1. Je peux avoir l'icône de danger. Ça ne modifie pas mon jet, mais ça va augmenter la valeur du danger à l'intérieur de l'application quand je le roule. Et je peux avoir l'espèce de succès critique qui dit si je réussis mon jet, je fais 1 point d'expérience. Fait que si j'avais roulé ce dé-là, j'ai réussi à faire mon jet parce que je visais une difficulté de 5, j'étais à 0 point d'expérience, donc j'en fais 1. Par contre, si j'avais joué, disons, pour une valeur de 4, mais comme mon jet est raté, je ne fais pas le point d'expérience. Tous les jets vont fonctionner comme ça. Dans mon exemple que je viens de faire, je réussissais mon jet, donc j'aurais infligé 1 point de dégâts, disons que je visais lui. Ben, lui va avoir 1 point de vie de moins. Les ennemis vont avoir une récompense qui va être indiqué juste ici, butin. Fait que celui qui va éliminer l'ennemi va faire 1 en énergie. L'énergie, c'est le mot-clé pour l'expérience. Donc, si je réussis à éliminer un ennemi, je vais faire 1 point d'expérience de plus. Et c'est pas mal ça pour les jets de compétences. Il va y avoir plusieurs fois des moments où on va m'indiquer de faire divers jets de compétences. Quand ce sont les ennemis qui m'attaquent, le principe est exactement le même. L'ennemi a une valeur de 5. À mon tour de jeu, je pourrais jouer, disons que j'ai encore cette main-là, mais je pourrais dire, tiens, je vais jouer ces 2 cartes-là, ça me donne donc une défense de 3. Je modifie par le dé, 3 plus 1, 4, fait que l'ennemi a réussi à me faire 1 point de dégâts parce qu'il m'attaquait avec une valeur de 5. Tous les jets de compétences fonctionnent de la même façon. Fait que si on me demande des jets de force, ça va être le même principe. Des jets de dextérité, si je ne me trompe pas, ou d'agilité, même principe. Des jets de défense et des jets de perception. Quelque chose comme ça, ça va toujours être le même principe. On va se servir de notre caractéristique de combat pour attaquer selon le type d'arme qu'on va avoir. Fait que si on a une arme de distance, on va se servir du deuxième chiffre, le vert, qui est le chiffre de dextérité. Si on a une arme de mêlée, une massue, quelque chose comme ça, on va se servir du premier chiffre, le rouge, pour attaquer, tout simplement. Avant de passer aux particularités des cartes, il reste également le mouvement. Le mouvement, le principe est le même. La valeur de mouvement, elle est en bas à droite, en bas à gauche de chacune des cartes. Fait que je pourrais jouer, par exemple, ces 2 cartes-là pour me donner un mouvement de 4. Fait que là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, par exemple. Les lignes double pointillées me coûtent 2 points de mouvement à déplacer. Les lignes simples pointillées me coûtent 1 point de mouvement. Les lignes pleines, les lignes continues, on ne peut pas les traverser, sauf si on a des caractéristiques spéciales. Par exemple, Raymond peut traverser les lignes simples continues si elles mènent ou si elles sortent de l'eau, étant donné que c'est une grenouille, alors qu'Étincelle peut en traverser certaines parce qu'elle est capable de voler. Les autres joueurs ne pourront pas les traverser du tout. Les cartes compétences ont également différents bonus quand on les joue qui vont être associés à l'icône qui est en haut à gauche.
Certaines cartes compétences, par exemple celle-ci, vont avoir des icônes en fonction des armes. Fait que dans l'arme que moi présentement j'ai d'équiper, elle me dit dans mon jet d'attaque, pour chaque petit symbole de flèche comme ça que je joue, j'ai +1 mon résultat d'attaque. On voit que c'est le même icône que l'icône vert. Donc si dans mon jet de compétences, je jouais, disons, ces deux cartes-là, comme j'ai cette carte-là d'équiper, ça me ferait une valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'attaque avant que je modifie avec mon D12. Et il y a plusieurs icônes qui vont avoir le même type d'effet. Dans le cas de Raymond, c'est surtout cette icône-là qui va déclencher d'autres effets. Et les autres personnages vont avoir d'autres icônes. Les autres cartes peuvent faire d'autres choses par contre. Si je jouais par exemple ces 4 cartes-là pour faire un jet de compétences, on voit que j'ai 2 niveaux icônes. Cette icône-là me dit que ça va me donner une relance à mon jet d'attaque, ou à mon jet de compétences quelconque, c'est pas nécessairement un jet d'attaque. Fait que disons que je faisais un jet de fouille, disons en mettant ces 3 cartes-là, ça me fait un jet de fouille de difficulté 5, ben je mets 5 pour faire mon jet de fouille et je vais pouvoir relancer mon D12 une fois parce que j'ai joué cette carte-là. Cette carte-là me permet de piger une carte que je vais ajouter à mon deck. Fait que c'est toujours dans mon même exemple, mon jet de fouille, ça pourrait me donner une relance, mais avant de faire mon jet de dés, je pourrais décider de piger une carte supplémentaire que j'ajoute à mon deck. Ça va donc me permettre de faire plus d'actions dans ce tour-là. Par contre, je vais aller chercher une carte épuisement que je vais également aller rajouter à mon deck. Les cartes épuisement, dans le fond, elles ne sont pas très bonnes parce qu'elles n'ont qu'une valeur de 1 dans toutes les caractéristiques. Et quand je vais la jouer, je vais la remettre sur la pile d'épuisement. Je vais donc la jouer juste une fois, mais elle va encore une fois faire monter le niveau de danger de 1. Les autres symboles qu'on va retrouver, on va avoir ce symbole-là et ce symbole-là qui vont revenir également dans les decks de cartes. Ce symbole-là, on l'aura probablement compris. Quand je joue cette carte-là, je me guéris d'un point de vie. Et ce symbole-là, c'est le symbole d'aide. C'est pour ça que la carte s'appelle aide. D'ailleurs, c'est des cartes que je peux jouer pendant le tour des autres. Fait que si Étincelle, par exemple, faisait un jet d'attaque, elle attaque également à distance, je pourrais dire, tiens, Étincelle, moi dans ma main de 5 cartes que j'ai présentement, j'ai une carte de valeur 2 d'attaque que je pourrais jouer. Fait que je peux la jouer pour qu'Étincelle ait +2 à son jet d'attaque. Je ne repige pas. Je vais donc commencer, moi, mon prochain tour de jeu avec 4 cartes au lieu de 5. Et si j'avais plusieurs cartes dans mon deck de chaîne et je décidais de toutes les jouer en même temps, ben ça se pourrait potentiellement que je commence un tour de jeu avec seulement 3 cartes. Fait que les compétences, les jets de compétences vont s'utiliser comme ça. On joue autant de cartes de notre main. On additionne la valeur des compétences appropriées pour le jet qu'on essaie de faire. On modifie avec un des 12. Si on réussit notre jet et on obtient l'éclair, on a un point d'expérience. Sinon, on applique l'effet positif ou négatif du jet de compétences qu'on est en train d'essayer de faire. Ce qui va me rester à dire sur les actions, c'est que la grande majorité des actions ne peuvent être faites qu'une fois si elles ont rapport avec un icône qui est sur le plateau. Par exemple, si je fouille dans cette case-là, une fois que je vais avoir fouillé, je vais prendre le bois, si j'ai réussi mon action évidemment. Si je la rate, je laisse ça là. Et je vais mettre un petit pion comme ça ici pour indiquer que ce bois-là ne peut plus être récupéré. Même chose pour la nourriture ici. En faisant l'action se déplacer, on va régulièrement rentrer sur des points d'intérêt. On voit ici, par exemple, il y a un petit livre, c'est écrit 102. Fait que la première fois qu'on va se déplacer sur cette case-là, on va aller rentrer le chiffre dans l'application et on va avoir notre histoire qui va progresser. Il y a quelque chose qui va se passer. On peut faire l'expérience ou non. Et on va toujours me dire d'aller placer un pion, justement, sur cette case-là pour montrer que l'interaction avec cette case-là est faite. Ce que je fais à l'instant, comme ça, ici. La dernière action de laquelle je vais parler, c'est le bébé. Le bébé, au fur et à mesure que la partie va avancer, son niveau de contrariété va monter. On a un bébé en couche avec lequel on se promène, donc il peut pleurer, il peut crier, il peut se passer bien des affaires. Son niveau de contrariété va être toujours décrit par la carte R qu'on utilise présentement. Fait que j'ai la carte contrariété de l'air 1. Et ça va me dire comment je dois faire pour baisser son niveau de contrariété selon le niveau auquel il se trouve. Je précise que si par exemple il est au niveau 2, le seul moyen de faire baisser le niveau de contrariété du bébé, c'est le moyen numéro 2. C'est pas 1 ou 2. Fait que à 1, je peux utiliser juste le moyen 1, à 2, juste le moyen 2, à 3, juste le moyen 3. À 4, on me dit, là, tu peux utiliser 1, 2 ou 3. À 5, c'est une règle spéciale qu'on va découvrir dans le scénario. Par exemple, on me dit à 1, ben ici, s'il est de niveau 1, je peux essayer de le calmer en faisant un test de perception de difficulté 6. Si j'ai réussi à le calmer, si j'ai réussi mon test, je vais calmer le bébé. S'il est à 2, ben je peux le nourrir. Fait que je peux dépenser un jeton de nourriture. Fait que si, par exemple, s'il était comme ça, avec un jeton de nourriture, je peux le mettre là. Puis ensuite, je peux faire un test de perception pour le rebaisser à 0 si je le réussis. Alors qu'à 3, on peut changer sa couche. Fait qu'on va dépenser un tissu pour pouvoir changer sa couche. Ensuite, je peux dépenser une nourriture, puis ensuite faire
mon test de perception duquel j'ai déjà parlé. Le bébé, plus son niveau de contrariété va être haut, plus il va avoir des effets sur la malchance du scénario. La malchance, c'est une statistique qui va rester d'un scénario à l'autre. Le niveau de contrariété aussi, d'ailleurs. Fait qu'à la deuxième partie, si on était à 3 de malchance, on va commencer notre deuxième partie à 3. Si on termine notre deuxième partie à 6, on va commencer notre troisième à 6, ainsi de suite. L'application va nous dire quand réinitialiser la malchance et la contrariété. Tant qu'elle ne le dit pas, ça ne le fait pas. Puis ça va avoir des impacts à long terme sur le scénario. Je ne pourrais pas en dire plus que ça, mais si ça monte très haut, vous vous douterez que ça va avoir des impacts négatifs sur le développement à long terme du scénario. Tout ce qu'il me reste à dire, c'est comment les ennemis vont se déplacer, comment les ennemis vont bouger. Bien, les ennemis vont bouger au fur et à mesure que l'application va me le dire. Quand on dit qu'on termine un tour de jeu, l'application peut me dire, ben tiens, est-ce que le niveau de contrariété est à 4 ou à 5? Dans mon cas, non, il est encore à 0. Il va me dire, bon, ben, mon niveau de contrariété monte de 1. Le bébé n'est pas content. Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont en jeu? Oui, j'en ai 2. Et voici comment les ennemis vont jouer. Fait qu'ils vont me dire de déplacer. Puis on a juste à suivre les étapes. Fait qu'on n'a même pas besoin de lire les règles avant. Déplace chaque affreux qui se déplace pas sur la case du bébé ou d'un familier de deux cases. Fait que lui, il va se déplacer de 2 cases en arrêtant dans le premier ennemi qui joue. Ensuite, les ennemis vont faire une attaque au corps à corps s'ils sont avec au moins un familier. Les affreux qui n'ont pas attaqué vont faire un déplacement supplémentaire. S'il y a un affreux qui se trouve sur la même case du bébé et qu'il n'y a pas de familier, il se passe tel truc. Les attaques des ennemis, j'ai déjà indiqué comment ça se passait. On fait tout simplement un jet de défense. Fait que je vais prendre mes 5 cartes, je vais jouer des comptes de défense. La valeur d'attaque de l'ennemi étant juste ici. Fait que dans leur cas à eux, ils ont des valeurs de 5. Je termine en précisant qu'est-ce qui se passe si jamais je me fais battre complètement, si je tombe à 0 point de vie parce que j'avais décidé d'y aller juste avec la chance, j'avais rien mis en défense ou juste 1 puis j'ai roulé un -2, fait qu'il me fait tous ses points de dégâts, il me fait 5, je suis à terre. Ben, on va l'enlever, je vais enlever ma figurine de la page complètement pour commencer. Ensuite, sur le plateau que je viens de vous montrer, on va monter la malchance de 2, je vais recevoir 2 cartes épuisement comme ça dans mon deck personnel. Et je vais revenir à tous mes points de vie, fait qu'il n'y a pas d'élimination. Puis au prochain tour de jeu, je vais revenir soit sur un familier qui est sur le plateau, soit sur le petit drapeau si tous les familiers ont été éliminés dans ce tour de jeu-là. Fait que c'est sûr qu'on va continuer jusqu'à temps qu'on gagne le scénario entre guillemets. Mais comme la malchance progresse de 2 à chaque fois qu'un familier est éliminé, ça va avoir des conséquences de plus en plus négatives sur le développement du scénario et de la campagne. Maintenant, donc, qu'est-ce que j'en ai pensé d'abord au niveau des composantes? J'ai trouvé que c'est un jeu qui avait des superbes composantes, c'est très sympathique. Il n'y en a pas énormément, étrangement. Il y a peut-être une vingtaine de figurines. Il y a quelques jetons, il n'y en a pas tant que ça, pas suffisamment pour que je les classe dans des petits sacs. Je les mets tous dans le même sac puis je verse ça sur le coin de la table. Quand on commence à jouer, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup les petites boîtes, autant les boîtes qui vont servir à classer les cartes qui s'en viennent des chapitres précédents, fait que les chapitres 2 et 3, les boîtes qui servent, une fois qu'on détruit des cartes, qu'on s'en débarrasse de façon définitive, on va avoir une boîte avec un X rouge spécifiquement pour ça. Chaque joueur a sa boîte, c'est ses trucs. Tout rentre bien dans la boîte. Le cahier est vraiment très joli et très bien fait. J'aime beaucoup l'espèce de vibe Gloomhaven, Jaws of the Lion, où on fait juste tourner les pages dans le cahier. La map, on joue directement sur la map qui est ici, puis on va avoir les règles spécifiques de cette map-là. On se doute que ça va devenir de plus en plus complexe. Et on va avoir beaucoup de variété à date dans les parties que j'ai faites. C'est pas toujours des maps qui sont classiques. Par exemple, cette map-ci, on a une espèce de rivière, fait qu'elle est faite sur les 2 pages, les règles sont en dessous. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau narratif, fait que je vais rentrer dans une partie de la composante qui fait partie du jeu également dans la mécanique du jeu, c'est l'application, qui est super bien faite. Il y a un tutoriel qui fait que la première partie est quand même assez longue si on décide de la faire avec le tutoriel, mais ça te prend par la main pour toutes les règles du jeu, fait que c'est très très bien fait. L'application te permet d'accéder à des points de règle pendant la partie également. Et l'application te permet de te rappeler où tu étais rendu. Tu as juste à cocher littéralement le numéro où tu étais rendu dans la petite map qui est dans le bas de la carte. La prochaine fois que tu joues, tu fais juste rentrer ce numéro-là dans l'application et on repart à cet endroit-là. Les roulettes, les tableaux, tout est bien fait au niveau des composantes. Il n'y a rien qui est stellaire, mais tout est très positif au niveau des composantes. Maintenant, au niveau du gameplay, c'est un jeu qui va plaire, je pense, à un groupe précis de joueurs, c'est-à-dire les joueurs qui aiment les jeux de campagne, mais de niveau vraiment plus presque familial. Le jeu porte bien son nom. On pourrait jouer avec de jeunes enfants sans aucun problème. La narration est super sympathique, super cutie, si je peux dire. C'est quelque chose de très léger comme narration, une espèce de vibe de vieux film d'aventure pour
enfant, ado pratiquement. Il n'y a pas d'éléments de gore, il n'y a pas rien de trop trashy. Les personnages, quand ils vont parler, vont avoir des petites voix d'animaux cute. Fait qu'un groupe de joueurs qui veut quelque chose de simple, sympathique, va trouver quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment agréable à l'intérieur de ce boîte-là. Fait que dans le fond, au niveau des jets, c'est que tous les jets de compétences tournent autour de la même mécanique. Je joue des cartes, ça me donne une valeur de X, je lance un dé, je finis donc avec une valeur de X plus ou moins quelque chose. Est-ce que ce chiffre-là bat la difficulté du jet que j'essaie de faire, oui ou non? Mon jet est réussi ou est raté, tout simplement. Fait que c'est un jeu que tu vas avoir toujours des décisions simples à prendre. Tu n'auras pas de grand raisonnement crunchy, tu n'auras pas de gros calculs à faire de si ce monstre-là se déplace, il va arriver là, ensuite je vais utiliser telle habileté, ça va permettre de déclencher tel combo. C'est pas du tout ce genre de jeu-là. Tu joues 3-4 cartes, tu lances ton dé pour voir si tu as réussi ou non tes jets de compétences, tu te déplaces un peu, ramasses quelques ressources, ta progression est intéressante. Fait que c'est un jeu qui est plus au niveau de l'ambiance que tu vas partager avec le groupe qu'au niveau d'une stratégie lourde. C'est un jeu qui plaira pas, je pense, à quelqu'un qui vient de jouer avec Gloomhaven et qui a une expérience similaire. C'est pas du tout ça qu'il va aller chercher. Il va aller chercher une histoire cute, avec des règles simples, faciles et accessibles. Ça amène son lot de défauts. Tu peux avoir des tours vides, des fois, parce que il n'y a plus d'ennemis sur la map, on sait qu'ils vont en réapparaître d'autres, mais pour l'instant, il n'y en a pas. C'est à moi de jouer, les ressources ont été prises, il ne reste pas grand-chose à faire, je me déplace d'une case ou deux, puis je laisse faire le reste de mon tour. Par contre, ça donne des tours quand même relativement rapides. Fait que souvent, dans le fond, le seul choix stratégique vraiment que tu vas faire, c'est est-ce que je prends des chances avec mon jet me permettant de jouer moins de cartes sur ce jet-là et donc de faire plus d'actions dans mon tour, ou je décide de faire juste une action, mais je suis sûr de la réussir parce que le pire que je peux avoir, c'est -2. Fait que si j'ai une action de 8 puis je joue une valeur de 10, mais je vais peut-être jouer mes 5 cartes, mais je suis sûr de réussir mon action. Il y a une espèce de petite vibe, de petite impression un peu comme le vieux jeu de coopératif Robinson Crusoe. Est-ce que je m'assure que mes actions sont réussies ou je fais plus d'actions dans mon tour de jeu? C'est à peu près la seule décision stratégique que tu vas prendre. Mais avec une application bien faite, avec une histoire qui est sympathique, il y a quand même beaucoup de narration dans le jeu, mais la narration t'est toute lue, t'as rien à lire toi-même. Tu parles de narration, tu pèses sur play. C'est bien joué par les acteurs. Chaque personnage est interprété par un acteur différent, sauf Granit, parce que c'est un grand niais qui parle pas. Les 3 autres personnages vont parler avec des voix d'acteurs bien faites, intéressantes, bien jouées, bien interprétées. Rien de spectaculaire au niveau de l'histoire, mais ça s'adresse clairement pas à moi comme public adulte au niveau de l'histoire. Comme public adulte qui aime le dark fantasy puis des trucs comme ça. C'est une histoire que j'ai trouvé super sympathique. Le groupe avec qui je joue le jeu, on aime tous beaucoup l'histoire parce que ça fait changement, c'est simple, c'est plus accessible, c'est plus premier niveau, c'est plus fantaisiste, c'est plus léger aussi comme ambiance. On se promène avec un bébé, on est caché dans les hautes herbes, le bébé se met à pleurer parce que sa contrariété est trop élevée, fait que les gardes nous trouvent puis ils nous courent après dans les grosses herbes, puis il faut se sauver parce qu'on est des petits familiers, on n'est pas très fort au combat, des trucs comme ça. Fait que c'est super sympathique, mais si tu cherches quelque chose de gros, crunchy, stratégique, avec plein de décisions, plein d'options de personnalisation, c'est peut-être pas ça que tu vas retrouver dans cette boîte-là. Si tu cherches un jeu de campagne facile d'accès, intéressant, avec quand même des options de personnalisation par les cartes que tu vas acheter puis par les équipements que tu vas acheter. Tu n'en achèteras pas énormément, peut-être 1 ou 2 par chapitre. Un chapitre étant peut-être 3-4 parties. Mais tu vas avoir quand même une certaine progression, puis tu vas avoir une histoire qui est cute. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu veux jouer avec tes grands ados, ou ton groupe de jeu, c'est pas nécessairement des gros amateurs de campagne, puis tu aimerais leur en faire jouer une qui est simple et qui est rapide, mais ça peut être une option qui est intéressante. Je précise dans les derniers avantages, c'est un jeu. La première partie va peut-être te prendre 1h30 à peu près, le temps que tu places tout puis que tu suives le guide si tu fais le tutoriel. Une fois que tu es habitué, une partie c'est 40-45 minutes. À partir de ta deuxième partie, ton groupe, 4 joueurs, 45 minutes, puis ça va se régler. Fait que dans une soirée, tu peux faire un chapitre au complet de 3, 4, 5 parties. Ça va super bien. Moi, ça a été un coup de cœur personnel que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé, mais je le sais à qui il s'adresse. Fait que c'est pas quand j'ai envie d'un Aeon Trespass, d'un Oathsworn, d'un Gloomhaven, c'est pas du tout cette vibe-là, cette impression-là, cette lourdeur-là que je vais aller chercher dans le jeu. C'est un jeu qui a pas tant de composantes, mais qui va chercher l'aspect plus... Je sais que je me répète, mais qui va chercher l'aspect plus accessible, familial d'un jeu de campagne avec une histoire fantastique. Fait que là, ce qu'il va chercher, très très bien
réussi. Je termine en précisant que une chose que j'aime un petit peu moins du jeu, c'est les règles si tu joues à moins de 4. Moi, je le joue à 4, fait que c'est pas un problème. Mais si tu joues à moins de 4, tu vas avoir chaque joueur, les 4 personnages doivent être là, donc on va se les séparer. Disons qu'on joue à 2, on va en contrôler 2 chaque. Puis au lieu d'avoir un deck de cartes chaque, de contrôler à 2 decks de cartes, il y a des petites règles pour qu'on brasse les 2 decks ensemble, mais qu'on enlève certaines cartes. Puis j'aime jamais trop cette règle-là, fait que moi ce que je te suggérais, si jamais tu contrôles 2 personnages, fais donc comme si tu étais 2 personnes différentes, contrôlées avec 2 decks de cartes différents. Je trouve ça beaucoup plus sympathique à faire comme ça. Sur ça, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée. Tu cherches de quoi d'accessible, rapide, simple, efficace, avec des règles qui s'expliquent en quelques minutes, mais qui peuvent te donner des heures de plaisir. Ça peut être une option intéressante. Tu cherches de quoi qui est très profond, beaucoup d'options stratégiques, beaucoup de planification à faire dans chacun de tes tours de jeu, plein d'options de personnalisation pour ton personnage en montant de niveau. Ça sera peut-être un peu moins ta tasse de thé. Moi, personnellement, je le recommande. J'ai aimé ça. Fait que sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. J'espère que ça t'a aidé. Si ce n'est pas encore fait, viens t'abonner à notre chaîne YouTube, évidemment. Viens nous citer sur Facebook, Twitter, Instagram. Pourquoi pas, viens nous supporter sur Patreon pour que l'on continue à te fournir du matériel qu'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi.